C'est le nouveau numéro du Club de la Presse. Bonjour chers fidèles de cette émission en synergie des radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. Merci de nous avoir choisis. C'est ce vendredi que le procès d'assassinat du président Melchior Ndadaye a repris à la Cour suprême de Bujumbura. Ce procès se trouve être controversé, un procès politisé pour certains. C'est après plus de 25 ans que le crime a été commis. L'assassinat du président Melchior Ndadaye a été suivi par des tueries sélectives qui ont ciblé les Tutsis pour la plupart dans plusieurs collines du pays. Et plus tard, ce sera le conflit armé qui a pris fin avec l'accord d'Arusha de l'an 2000. Un accord qui a conclu sur les voies judiciaires à suivre pour résoudre à jamais les crimes et les massacres à caractère politique qui ont endeuillé le Burundi. Ainsi, Arusha a prévu une justice transitionnelle comme solution en passant par la commission Vérité et Réconciliation, la sévère adaptée à la situation au Burundi. Aujourd'hui, des interrogations restent posées. Pourquoi, 26 ans plus tard, le dossier refait surface? La Cour suprême s'est-elle ingérée dans les affaires de la commission Vérité et Réconciliation? La Cour a-t-elle des compétences pour instruire le dossier? Tant de questions auxquelles nous allons tenter des réponses avec nos deux invités. Il s'agit d'Alexandre Niungeko, il est directeur de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour Alexandre. Bonjour Patrick. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci encore. Honorable Emmanuel Ngengurutse, c'est le deuxième invité, ancien sénateur, juriste de formation. Vous êtes aussi opposant politique. Bonjour honorable. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Club de la presse, c'est parti. Avec vous, honorable Ngengurutse, la Cour suprême use aujourd'hui de ses compétences pour instruire le dossier d'assassinat du président Melchior Ndadaye. En quoi cela pose-t-il un problème? Actuellement, ces prérogatives n'existent plus sur ce dossier particulier parce que la loi qui était en vigueur au moment de l'assassinat du président Melchior Ndadaye disposait que l'action publique en ce qui concerne les crimes dont il est question dans le dossier Melchior Ndadaye, l'action publique est prescrite après une période de 20 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de poursuivre les auteurs, malheureusement du président, 20 ans après la commission des crimes. C'est ça la loi qui était en vigueur en 1981. Et ça, on le retrouve dans l'article 89.4 qui dit clairement que ça se prescrit en l'espace de 20 ans. Ça veut dire que le pouvoir a consacré 20 ans de déni de justice. Non, pas de déni de justice. Déni de justice, ça s'applique aux organes judiciaires lorsqu'ils sont saisis de dossiers judiciaires et qui ne rendent pas justice. Mais pour ce dossier particulier, la Cour suprême, les organes judiciaires burundais avaient commencé à instruire les dossiers, même à condamner, n'est-ce pas? Mais à cause de la mise en application de l'accord d'Arusha, qui préconisait que ce genre de crime qui était commis depuis l'indépendance jusqu'à l'an 2000 soit traité dans le cadre des mécanismes de justice de transition, la Cour suprême a dû abandonner ces poursuites. C'est pourquoi d'ailleurs les condamnations qui avaient été prononcées ont été annulées par la grâce présidentielle. Et même des opposants ou alors des auteurs présumés, n'est-ce pas, ont bénéficié de l'immunité provisoire. Selon vous, le président n'aurait pas dû... En attente de la mise en place de ces... Il n'aurait pas dû user de ses pouvoirs pour gracier... Non, mais c'était prévu comme tel. Mais en même temps, il devait mettre en place ces mécanismes de justice, de transition, pour qu'ils prennent en charge ces dossiers. Parce que, rappelez-vous, les dossiers de 1972, il y avait prescription aussi, de 65, même de Nega Marangara, de 91 également.
ils avaient même les crimes qui se sont passés après l'assassinat de Melchior Ndadaye, sauf le crime de génocide qui ne se prescrit pas. Donc il fallait trouver un mécanisme qui habilite, n'est-ce pas, des pouvoirs judiciaires spéciaux pour enquêter et poursuivre et punir. Conformément aux conclusions de l'accord d'Arusha, qui est un dispositif presque constitutionnel. C'est une loi qui a été votée. Et d'ailleurs, c'est une loi qui a été votée par le Parlement, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas eu... déni de justice, c'est donc en termes techniques. Maintenant, il faut dire que le gouvernement Nkurunziza a violé la loi qui l'obligeait à mettre en place un mécanisme de justice. Et pour faire la justice pour tout le monde. Ce qu'il est en train de faire maintenant, à part que c'est contre la loi, il cherche des intérêts politiques inavoués, uniquement. Alors, la Cour suprême, je la conseille, je la conseille de saisir de ce dossier. Parce que ça, c'est une exception avant dire le droit. C'est comme ça qu'on le dit en termes juridiques. Il devait rejeter l'action télécontredite par le ministère public parce qu'elle est incompétente. Alexandre Niungeko, 25 ans plus tard, il y a eu des victimes qui sont là, le procès n'a jamais été instruit au niveau des juridictions. 25 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que les juridictions ont eu respect pour la Cour d'Arusha pour attendre effectivement les conclusions de la commission sévère pour qu'ils puissent instruire le dossier? Ce n'est pas respect à la Cour d'Arusha que je pense tout ce que temps-là. Ceux qui sont responsables du fait que la justice n'a pas été rendue, c'est effectivement ceux qui prennent les mesures aujourd'hui, ceux qui gouvernent. Parce que ceux qui exécutent les lois. Ceux qui, depuis 2005... Je rappelle que le pouvoir actuel est venu après, 5 ans après l'accord d'Arusha. Oui, il est venu en 2005, oui. C'est clair. Et je pense qu'il avait... Donc il y a d'autres responsabilités des pouvoirs antérieurs. Oui, mais qui ne le dédouanent pas. Et plutôt, qui aurait plutôt... Ce pouvoir avait eu l'occasion de faire ce que les autres n'avaient pas fait. Et donc, depuis 2005, il aurait fallu effectivement mettre en place la commission vérité, réconciliation avec le mécanisme de justice, bien évidemment. Il ne faut pas oublier le tribunal spécial pour le Burundi. Et donc, et maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui comme commission qu'il faudrait trouver un nom quelconque, la commission d'Aïtchariem Nkurunziza, à mon avis, qui n'est pas du tout cette commission-là qui était préconisée par les accords d'Arusha. Une commission indépendante. Parce que la commission, effectivement, devrait... Il y a tout... je n'ai pas tout en tête, comment l'accord d'Arusha, mais c'était clair comment on devait mettre en place les gens qui devaient constituer cette commission et comment il devrait être mis en place. Et cette composante aussi de justice. Parce que maintenant on parle de vérité et réconciliation comme par magie. Oui, on dit voilà, ça s'est passé comme ça, la vérité. Et surtout que là, aussi, je ne pense pas qu'on peut espérer une vérité venant de cette commission du fameux d'Aïtcharie, qui a toutes les responsabilités dans tout ce qui s'est passé, mais avec le processus électoral, quand il a fait tout ce qu'il a fait dans le passé très récent en tant que président de la fameuse commission électorale. Et donc, voilà, je ne pense pas que maintenant les responsabilités, il faut les chercher ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas... Ce dossier, ce n'est pas par intérêt pour rendre justice. C'est plutôt... il faut voir cela dans les échéances en vue. Donc, pour montrer, le pouvoir arriver, montrer que voilà, c'est nous qui parvenons à rendre justice.
Mais pourquoi est-ce que tout cela, pourquoi on a attendu aujourd'hui à la veille des élections? Pourquoi? Pourquoi attendre et avoir mis d'abord violer l'accord d'Arusha et maintenant dire voilà, on va trouver. Et puis... Donc vous voulez parler de la propagande qui est... Absolument, c'est derrière. purement et simplement de la propagande qui est derrière. Mais je pense bien que les gens, ils ne sont pas dupes. Hein. On n'est pas dupes. Les gens, ils voient bien ce qui se passe. Par exemple, comment expliquer aujourd'hui, comment faire comprendre aujourd'hui à la famille Ndada et à ses proches qu'il n'y a pas eu de déni de justice aujourd'hui? 25 ans plus tard. Je suis pas spécialiste. Hein. Je crois que Maître l'a très bien expliqué pour dire, plutôt, oui, Maître honorable Ngurutse l'a bien expliqué. On parle de déni de justice si l'affaire est dans les juridictions et que c'est pas rendu. Ouais. Donc, maintenant, je crois que les affaires-là avaient été retirées parce qu'il y avait cette fameuse immunité provisoire qui était là et que, effectivement, le pouvoir devrait arriver à un certain moment pour l'arrêter. Mais je pense bien, les gens, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils savaient très bien, en arrêtant cette immunité, eux-mêmes, ils étaient... Parce qu'ils sont responsables. Ça va s'appliquer contre... Oui, bien évidemment. Si l'immunité provisoire était arrêtée, le pouvoir CNDD-FDD devrait être poursuivi pour ces crimes à Ruta, pour ces crimes à Rugendana et partout dans le pays où ils ont tué, où ils ont brûlé des gens, où ils ont, je ne sais pas moi, donné de matière fécale aux des gens qu'ils arrêtaient dans les bus. Tout ça, ils sont responsables. Et ça, ce n'est pas... Je pense que là, les gens ne sont pas idiots. On le sait, ils le voient. Et je pense que là, maintenant, cette propagande qu'on amène aujourd'hui, personne n'est dupe. Hein. Je pense que là, la population le voit. Donc, à la famille de Ndadaye, je dis effectivement que personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement cette justice. Et je suis convaincu que cette justice, on l'aura. On l'aura certainement. On l'aura quand on aura un état de droit. Et quand on aura un état de droit dans notre pays, où on a une justice indépendante, certainement que les responsabilités seront établies et les responsables, ils seront effectivement Il ne faut pas compter sur la sévère d'aujourd'hui. Ah non, il ne faut pas du tout compter, moins encore compter sur le pouvoir CNDD-FDD qui est trempé jusqu'à la moelle dans les crimes même qui se commettent aujourd'hui. Honorable Ngurutse, si aujourd'hui la sévère évoque le principe de l'indépendance de la magistrature pour écarter toute ingérence de la Cour suprême dans les affaires de la sévère, pourquoi la sévère accorde-t-elle le crédit, effectivement, à la Cour suprême, alors que vous évoquez l'incompétence de je vous donne trois raisons. La première raison, la sévère, telle que mise en place par le gouvernement CNDD, n'en est pas une. Elle n'est pas conforme à celle prescrite par l'accord d'Arusha sur deux points principaux. Sur sa mission. La sévère n'a pas de mission de justice. Le volet justice, on l'a, n'est-ce pas? On l'a élagué de la loi portant création de sévère. Deuxième chose, donc, il ne peut pas s'intéresser au dossier judiciaire. La sévère. Alors que, dans l'accord d'Arusha, il fallait connaître, on ne peut pas connaître la vérité de ce qui s'est passé sans savoir les circonstances de temps, de lieu, de participation, ceux qui ont participé, ceux qui ont commis des crimes. Est-ce que vous pouvez savoir la vérité des crimes qui se sont passés sans s'intéresser aux personnes? Alors, il fallait en fait faire entrer des personnes, des premiers responsables qui vont au tribunal spécial pour être, n'est-ce pas, traduits en justice. Pour les crimes. Mais ça, ce volet-là, le pouvoir CNDD-FDD l'a retiré de la loi portant création sévère. Deux, sa composition. Sa composition,
c'était décrit, il y avait un profil, n'est-ce pas, des membres devant composer des personnes indépendantes, des personnes n'ayant pas trempé dans les crises, dans les crimes du passé, les crises du pays, des personnes irréprochables, voyez-vous, et qui sont convenus de commun accord, pas partisans. Mais maintenant, les membres de la Sévère, pour la plupart, sont des militants du CNDD-FDD, ou alors des gens qui, n'étant pas inscrits sur les listes des membres du CNDD-FDD, ont beaucoup aidé dans les crises, ont été des acteurs dans les crises du passé. N'est-ce pas? Celui-là, le président, je vous donne un exemple, celui-là. Lui, il a saccagé la loi électorale pendant deux mandats qu'il a organisé les élections. Qu'est-ce qu'il a donné? 2010, des élections fraudées. Processus donc électoraux. Il a perdu toutes les qualités de... 2015, la même chose. Donc, après, on lui la donne... commission. Comment il pourrait alors présider? Il devait être apolitique. Il devrait être apolitique, celui-là, c'est un militant. D'autres membres, là, l'ancien secrétaire général du CNDD-FDD, enfin du gouvernement, l'ancien porte-parole, Ouais. hein, Nzobonariba. Il est membre de la commission, imaginez-vous. Bon. Donc, pour ces raisons, il ne peut pas... Troisième chose, deuxième raison, je crois que le profil aussi, il y a des gens qui ne savent pas aussi le droit. Il y a un minimum de gens qui... Les gens qui connaissaient comme les Didas Kiganaï, les gens qui étaient un peu... on les a retirés de la commission, le prêtre là, Jean-Louis, Monseigneur. viré rapidement. Il était à la fin de son mandat. L'évêque n'a pas... Non, mais on aurait dû... Le conduire. Donc, ce sont des militants qui ne peuvent donc pas dénoncer les actes de leur parti politique. C'est impossible. C'est impossible. Oui. Et pourquoi faut-il continuer à faire confiance effectivement à cette commission, vérité et réconciliation, pour attendre la justice? Nous faisons confiance au mécanisme de justice de transition tel que prescrit dans l'accord d'Arusha. En réalité, le grand péché En tout cas, ce n'est pas moi qui fais confiance à la commission. Pas à la commission d'Aïtcharié, mais à la sévère telle que prescrit. Faites commission au texte, mais pas aux hommes. Oui, il faut d'abord un peu... Écoutez, le grand péché du pouvoir d'aider, du gouvernement d'aider, c'est d'avoir, n'est-ce pas, ôté, c'est d'avoir, n'est-ce pas, donné l'immunité provisoire, donner la grâce aux condamnés et arrêter les poursuites au niveau des cours et tribunaux, ce qui était d'ailleurs préconisé par l'accord d'Arusha, et simultanément d'avoir ôté les pouvoirs au mécanisme de justice de transition qui devait s'en occuper. Donc, il a saccagé le tout, le dispositif de l'accord d'Arusha, et là, il va, n'est-ce pas, selon sa bonne volonté, ses humeurs, commencer à chercher qui traduire en justice, qui ne pas traduire en justice. Comment? Je respecte beaucoup le président Melchior Ndadaye, n'est-ce pas? Mais je respecte aussi de nombreux Tutsis et de Hutus de l'opposition qui ont été tués en 1993. Il faut qu'il y ait justice pour tout le monde. Pourquoi on réouvre le dossier Ndadaye et pas le dossier des autres? Non, mais il y a un rapport international qui dit qu'il y a eu génocide de Tutsis en 1993. Pourquoi il ouvre le dossier Ndadaye seulement? Pourquoi il ne l'ouvre pas pour... Encore que pour le génocide, c'est encore possible devant les cours et tribunaux du Burundi. Mais à l'époque, il n'y avait pas aussi de loi, n'est-ce pas? Donc, le cadre approprié, vous allez peut-être croire qu'on est contre la justice en faveur des victimes et surtout de la famille du président Melchior Ndadaye. Non, il y a un cadre bien tracé pour poursuivre les auteurs. Et tous les auteurs de tous les crimes du passé, pas seulement sur celui-là seulement. Vous dites qu'il faut élargir pour traiter tous les dossiers. Et le faire dans le cadre approprié. D'accord. Autrement dit, on n'est pas contre la justice, mais comment c'est fait et les objectifs de cette fameuse justice du CNDD-FDD
C'est ça où il y a des La Cour problèmes. d'Arusha avait tout prévu, n'est-ce pas? Il avait tout prévu. Dans tous les cas, Alexandre, aujourd'hui, la Cour d'Arusha n'est plus respectée par le pouvoir de Bujumbura. Et on ne cesse de le dire dans les journaux, et même le pouvoir en place semble ne pas le nier. Et comment aujourd'hui faut-il attendre des solutions pour cette CVR qui est issue de cet accord, un accord pourtant tombé en caducité, si je puis dire? Il faut restaurer l'accord d'Arusha d'abord. Parce que on ne peut pas parler de cette commission en dehors de l'accord d'Arusha. Il faut d'abord qu'il y ait restauration de l'accord d'Arusha et de la constitution qui a été ici. Et alors revenir à ces mécanismes pour les mettre en place en conformité avec cet accord. Parce que c'est comme si on dirait, voilà, il y a un chapitre de la Bible, mais je jette la Bible, mais je prends le chapitre. Ce n'est pas possible. C'est ça. Ce n'est pas possible. Effectivement, avant qu'on entame la deuxième partie de cette émission, honorable, la CVR est chargée d'établir la vérité après enquête et renvoyer les crimes inadmissibles devant les cours compétentes. Y a-t-il aujourd'hui dysfonctionnement si la Cour suprême a déjà entamé les procès avant les conclusions de la CVR? Non, mais je vous ai dit que la Cour suprême devait elle-même rejeter l'action du procureur général, du parquet général, parce qu'elle est incompétente. Ça, c'est une exception d'ordre public. Si la Cour suprême se déclare incompétente et reçoit l'action mue par le parquet, il viole la loi. Donc, donc c'est un dossier, le dossier d'Adaï. Il faut absolument renvoyer vers... C'est un dossier qui vers est des irrécevable. mécanismes il faut... C'est un dossier qui est irrécevable. C'est irrécevable. D'accord. Voilà. Nous entamons donc la deuxième partie de cette émission. Nous parlons du dossier judiciaire sous instruction à la Cour suprême. Il s'agit du dossier plutôt d'assassinat de feu président Melchior Ndadaye, 26 ans après les faits. Je rappelle que nous sommes avec Alexandre Nyungeko, directeur de la radio Inzamba, et honorable Ngengurutse Emmanuel, ancien sénateur. Le procès donc a repris devant la Cour suprême. Certains avocats de la défense ne sont pas là. Donc, avant de revenir dans ce studio, écoutons d'abord l'avis d'Innocent Morosi. Il est le directeur de la télévision Renaissance. Cette histoire, ce procès-là, on ne peut pas comprendre ce procès si on ne remonte pas à ce qui avait été dit dans les accords d'Arusha et à la Constitution qui en a découlé. L'assassinat du président Ndadaye, de ses compagnons, l'extermination ou la tentative d'extermination qui en a résulté contre les Tutsis, contre les Hutus qui n'étaient pas au Frodebu à l'époque, et contre beaucoup d'autres citoyens burundais, des Hutus qui ont été tués parce qu'ils étaient Hutus aussi ou qu'ils n'étaient pas membres du Frodebu, tout comme tous les autres crimes antérieurs et ceux qui ont été commis jusqu'à l'an 2000, il était convenu par tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société burundaise à travers les accords d'Arusha et la Constitution qui en a résulté, que ces questions allaient être traitées à travers la Commission Vérité et Réconciliation et que ceux qui faisaient partie des crimes contre l'humanité, donc imprescriptibles, seraient traités par un tribunal spécial qui serait mis sur pied pour juger les crimes ayant été déterminés comme tel par la Commission Vérité et Réconciliation. Donc aujourd'hui, il y a cette mise en scène qu'on appelle procès. C'est strictement pour des raisons politiques. Ce n'est pas un procès, c'est une opération politique. C'est une opération politique pour un gouvernement qui est pratiquement au bout du rouleau de par tous les crimes qu'il commet dans le pays, de par l'incapacité à faire avancer le pays. Le pays est ruiné, les gens sont ruinés, les gens sont dans une misère extrême, la santé, l'éducation, l'économie, la justice élémentaire. Donc ça n'a rien à voir avec un procès. Donc les arguments juridiques que les avocats de la défense avancent sont des arguments juridiques, mais ils ne serviront strictement à rien parce que cette affaire n'est absolument pas juridique, elle est politique tout simplement. Ce n'est qu'un acte de plus pour tenter de recréer la cassure sur base ethnique dans la société burundaise. Ils ne sont toujours pas arrivés à le faire, mais ils continuent à essayer pour se faire passer pour les défenseurs de la cause Hutu
et essayer ainsi de grappiller quelques votes lors des élections qui viendront en 2020. Mais ce n'est qu'un acte de plus pour détruire la société burundaise. Donc, quelles conséquences? Ils vont rendre un jugement. Les malheureux qui sont au Burundi, qui sont concernés, seront traités comme ils voudront les traiter. Ceux qui ne sont pas là, leurs biens seront saisis. Nous savons tous très bien ce qu'ils visent. Ils essaient de s'approprier les biens de certains citoyens burundais, comme ça a déjà été le cas pour certains autres qui sont poursuivis pour d'autres raisons aussi fantaisistes que le processus actuel qu'ils ont mis devant les tribunaux. Ce n'est qu'une accumulation de problèmes qu'ils sont en train de créer pour la société et qui ne trouveront de solution qu'une fois que les Burundais auront réussi à renouer avec les accords d'Arusha et la constitution qui en avait découlé. Voilà, c'était là Innocent Mohozi. Retour au studio, Alexandre Niungeko. Nombreux intervenants parlent d'un procès politique. Innocent Mohozi l'a épinglé tantôt. Est-ce que faut-il pas s'attendre aujourd'hui à un procès de justice? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quelle foi vraiment on se baserait pour espérer avoir un procès équitable. D'abord, on a refusé à certains l'octroi de visa pour certains avocats qui voulaient aller participer à ce procès, ce qui est aberrant. Donc, pour moi, j'avais toujours appris plutôt la cour, le tribunal aide même à ceux qui n'ont pas d'avocat d'en avoir pour que, effectivement, ça se passe bien. Donc là, je n'ai aucune... parce que ce n'est pas un dossier de justice. Maintenant, ce n'est pas de la justice qu'on est en train de faire, parce qu'il n'y a plus de justice au Burundi. Je pense que c'est purement et simplement un dossier politique, comme tu le disais, comme on l'avait dit d'ailleurs même dans la première partie. Et donc, ce n'est pas... expliqué même ce soir... on apprend que voilà, les responsabilités ont été établies et que des peines ont été... à l'absence de... Bien sûr, parce que donc, moi, je reste convaincu que déjà l'affaire est déjà tranchée. Il ne reste plus qu'à la... comment est-ce qu'on le dit, qu'à la prononcer. Donc, selon vous, l'absence de ces avocats, l'absence des inculpés, certains qui sont à l'étranger, en exil, ne peut pas constituer un blocage dans l'avancée de ce procès? Pour eux, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est pas ça qui est vraiment qui est intéressant pour eux. Parce que, bon, ces gens-là... J'allais te poser une question, mais je me retiens. Je le retourne à moi. Si moi, on me disait d'aller, de répondre devant les juridictions là-bas, est-ce que j'irais pour donner ma tête pour la coupe? Non. C'est la question que je vais poser. Je pense vraiment il faut s'attendre. Il faut s'attendre d'abord qu'il y ait un état de droit. On ne peut parler de justice dans comment dire, dans ce pouvoir voyou où effectivement le pays est dirigé par des gens qui tuent comme ils veulent les gens, des gens qui volent comme ils veulent. Et on s'attend qu'ils puissent donner la justice. Ça ne va pas. Honorable Nyangourou, dans tous les cas, si le parquet de Bujumbura a émis des mandats contre Bouyoya, contre Busokoza, contre Kadege, il savait pertinemment que ces hommes politiques, ces anciens dirigeants du pays ne vont pas répondre effectivement à la barre, sachant connaissant effectivement ce qui est arrivé à Honorable Kadege. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas être représentés par les avocats, juridiquement parlant? La représentation, en principe, c'est pour les affaires civiles. L'assistance, oui, pour les affaires pénales, peuvent être assistés. Mais
Mais j'apprends qu'il y a des avocats, n'est-ce pas, des accusés, et à qui on a refusé des visas. Et maintenant, comment est-ce qu'ils vont pouvoir trancher? À supposer que la Cour suprême était compétente. J'ai dit qu'elle n'était pas compétente. Comment est-ce qu'ils veulent? Parce que, en fait, pour pouvoir rendre justice, il faut effectivement il faut des garanties judiciaires pour celui qui est accusé. Et donc, notamment, être présent et se faire assister de manière valable. Maintenant, lorsque c'est garanti, être écouté, parce que sinon, le parquet, il accuse des gens absents. Et comment est-ce que il faut pouvoir connaître la vérité des faits qui sont à l'origine de ces infractions. L'application de la loi, on l'applique à des faits connus, bien élucidés. Et l'élucidation des faits doit avoir la participation et de l'accusateur et des accusés. Maintenant, s'il y a une partie qui est absente, comment est-ce que vous allez pouvoir rendre justice? Ça, c'est un. Deux. Il y a un risque que le Quelle justice attendez-vous maintenant, n'est-ce pas, de la part de ces gens-là qu'on fouille, qui tuent les gens? Et expliquez-moi pourquoi ils ne peuvent pas être présents. Normalement, dans un pays, la justice, en fait, c'est une caractéristique d'un gouvernement démocratique. Dans l'état de droit. Oui, dans l'état de droit, qui respecte la loi, qui respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Mais maintenant qu'ils aient fui la mort et que maintenant on les accuse. Ah, mais je pense que c'est très criminel. C'est vraiment très criminel. Après les avoir chassés, pour chasser, et ils vous fuient pour qu'ils ne soient pas tués. Maintenant, vous les convoquez dans des affaires qui n'ont pas lieu d'être dans le cadre de la Cour suprême. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous ajoutez le mal au mal? Un criminel qui veut rendre justice à ce qu'il appelle des criminels. C'est incroyable. La situation burundaise, on s'imagine Kadege, l'ancien vice-président, devant la justice d'Nkurunziza. Parce que la justice, maintenant, elle est d'Nkurunziza. Vraiment, elle est d'Nkurunziza. Elle n'est pas du tout indépendante. Pour pouvoir établir les faits tels que je l'ai dit, il faut que la justice le juge soit indépendant et ne puisse dépendre de personne d'autre. Maintenant, on sait très bien que le juge dépend du pouvoir. Le président Nkurunziza, il a dans ses mains tous les pouvoirs d'État. Donc, que voulez-vous que le magistrat puisse faire? Lui aussi sauve sa peau. Il exécute les instructions. Je sais très bien que pour ce genre de procès, n'est-ce pas, les verdicts sont dictés à partir de la présidence, de la présidence ou mieux, du siège du parti au pouvoir. Là, c'est clair. Donc, je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas nécessaire. On s'achemine vers la fin de l'émission. Pour clôturer, et quelles leçons donc faut-il tirer de ce procès, pour ce procès Ndadaye? Non, mais ce procès poursuit des buts politiques du parti au pouvoir. Ayant constaté qu'avec sa mauvaise gestion, sa gestion catastrophique, la dénégation des droits de l'homme, les assassinats, les crimes contre l'humanité qui pèsent sur lui, la population a commencé à perdre espoir. Et les prochaines élections, encore une fois, les prétendues élections, il risque de les perdre. Alors il est en train de caresser la corde sensible, n'est-ce pas, de ce qui caractérisait la situation en 1993 lors de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et qui d'ailleurs lui a donné, lui, le fonds de commerce de ce qu'il est en train de vendre maintenant, la corde sensible ethnique. Mais il ne faut pas qu'il se fasse trop d'illusions parce qu'il y en a d'autres candidats plus importants, plus représentatifs que lui et plus valeureux d'ailleurs, plus positifs que lui, si on tenait à
à comparer les ethnies, les choses. Donc là c'est pour une vision politique à lui. Et il tient à tirer des gains politiques à partir de cette opération. S'il voulait la justice, ce n'est pas une question c'est pas une opération de justice qu'il est en train de mener. S'il voudrait bien la mener, il aurait mis en place le mécanisme de justice de transition. Tout ça se fait sous fond de propagande. Exactement, c'est ça. On va clôturer l'émission, Alexandre. Aujourd'hui, Melchior Ndadaye, qui a plus tard été proclamé héros de la démocratie, on s'imagine qu'il mérite mieux que ce procès un peu biaisé, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut-il faire aujourd'hui pour honorer sa mémoire en tant que... Je pense que... Puisqu'il a besoin d'un procès équitable. Je pense que je l'avais dit. Je l'avais dit. Il faut carrément qu'il y ait restauration de l'accord d'Arusha. Absolument. Il faut qu'il y ait restauration de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui a été ici. Parce que l'accord d'Arusha avait prévu tous ces mécanismes-là pour sortir de ce bourbier. Parce que, figurez-vous, on venait de passer près de 10 ans donc dans la crise, depuis 1993 jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha. Et donc, il faut qu'il y ait restauration de cet accord, de la Constitution qui a été ici. Et tous les autres, peut-être maintenant, cette fois-ci, ce serait de voir ensemble comment mettre en œuvre cet accord d'Arusha, qui reste pour moi, vraiment une référence, qui reste pour moi une loi suprême qui avait fait que les Burundais puissent vivre en paix. Et malheureusement, voilà... Restaurer l'accord d'Arusha serait pour vous honorer sa mémoire. Absolument, parce qu'en fait, en la restaurant, maintenant va aller en profondeur, la mettre en application, notamment sur ces questions de... Comme ça, il pourrait jouir d'un procès équitable. Absolument. Merci beaucoup, Alexandre Niungeko. Je rappelle que vous êtes directeur de la radio Inzamba. Agateka Kawe, merci de votre éclairage. Merci de m'avoir invité aussi. Oui, merci, honorable Emmanuel, pour votre participation dans ce débat. Merci aussi. Et c'est ici la fin de cette émission Club de la Presse, le 101e numéro. Merci à nos deux invités. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. La prochaine émission sera pour vendredi prochain. Au revoir et à la prochaine.